Startup & Co vous est présenté par le B612, l'incubateur et accélérateur de start-up de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Startup & Co. Vous le savez, c'est votre émission de présentation des nouvelles startups de la région lyonnaise sur TLM en partenariat avec la Caisse d'épargne. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag StartupCo. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous présenter Arnaud Vincent, qui est le cofondateur de Roadbiscore, qui va déterminer qui vous êtes, qui nous sommes via les réseaux sociaux. Et est accompagné par Taha Zemouri, qui est le fondateur de Data Genius. Maintenant, je vous dis à tous bienvenue dans le monde des startups, bienvenue dans Startup & Co. Alors bonjour Arnaud. Bonjour. Tu es le cofondateur d'une société qui s'appelle Roadbiscore, c'est bien ça? Roadbiscore. Ouais. Roadbiscore. Ouais. Et en gros, vous analysez les profils des gens pour arriver à déterminer, sur les réseaux sociaux, pour arriver à déterminer quels sont leurs profils. Voilà, alors le métier de Roadbiscore, c'est de déterminer quel est le comportement conducteur. Donc on est une InsurTech, on s'adresse à l'assurance automobile. Quel est le comportement conducteur? Et pour ça, on utilise en fait deux sources de données distinctes. La première, assez classique, sont les données qui viennent des voitures connectées ou des véhicules qui sont équipés d'un boîtier télématique. On est capable d'analyser ces données et de déterminer le comportement, c'est-à-dire la psychologie de conduite. Et on a une autre source de données qui est en fait notre source de données principale, et c'est nos premiers clients ont démarré en fait là-dessus, c'est d'analyser l'activité sur les réseaux sociaux d'un futur assuré ou d'un prospect d'une assurance pour déterminer quel va être son profil de conduite. Alors ce que tu m'expliquais, c'est que tu n'analyses pas vraiment ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais plus le bruit autour de ce qui se passe, c'est bien ça? Voilà, alors nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir, c'est pas d'espionner les gens, de savoir quelles sont leurs opinions ou de savoir s'il y a des photos de soirées alcoolisées, par exemple, sur leur profil Facebook. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont ils interagissent les uns avec les autres, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est finalement l'écume de l'activité ou la structure de l'activité, la façon dont on interagit avec son entourage. Parce que la façon dont on interagit avec son entourage dans les réseaux sociaux, eh bien, il y a certains traits de personnalité qu'on va retrouver dans la conduite automobile. Et c'est ça qui nous intéresse. Grâce à ça, vous arrivez à déterminer des traits de conduite qui disent, voilà, ce profil-là va plutôt se comporter comme ça sur la route. Absolument. Donc, typiquement, l'empathie. Si je suis empathique sur les réseaux sociaux, eh bien, je vais plutôt être arrangeant à l'entrée du tunnel sous Fourvière, par exemple. Et à l'inverse, quelqu'un qui est plutôt agressif, vous considérez qu'il sera plutôt agressif sur la route? C'est probable, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on a ce qu'on appelle... ce qu'on rencontre souvent d'ailleurs dans la vie professionnelle, les faux calmes par exemple, qui sont des gens qui ont une certaine agressivité mais un très bon contrôle. Et donc on va avoir quelqu'un qui va très bien se comporter sur la route et qui va être capable de contrôler son agressivité. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais effectivement c'est ça l'idée. Alors je suis allé sur ton site et j'ai vu qu'on pouvait faire un test en utilisant son compte Facebook. Absolument, absolument. Donc c'est ouvert au public, c'est sur roadbiscore.com. Et puis, en quelques clics, vous verrez quelle est votre personnalité et surtout quels sont vos traits de personnalité qu'on va retrouver dans votre conduite. D'accord. Alors, quel est votre business model aujourd'hui? J'ai cru comprendre que vos clients principaux, c'était les assureurs pour la partie automobile, c'est bien ça? Absolument. Absolument. Alors, notre modèle, il est simple. C'est que d'un côté, on va s'adresser aux assurés et on va proposer aux assurés de faire un test totalement gratuit sur Roadbiscore. Et ensuite, alors la particularité de notre offre qui est liée à notre politique particulière concernant les données personnelles, c'est que le résultat de ce score, on ne va pas le transmettre à l'assureur, on va le transmettre à l'assuré lui-même ou au prospect de l'assureur lui-même. Et c'est l'utilisateur qui va lui-même décider s'il transmet ou non le résultat de ce score à l'assureur pour éventuellement obtenir une réduction. Ah, donc c'est un modèle inversé. C'est un modèle complètement inversé. Alors on est très fiers de ce modèle parce que c'est un modèle qu'on a lancé il y a à peu près 3 ans maintenant. Et au début, quand on le présentait à nos courtiers ou à nos clients assureurs, ils étaient un peu surpris de ce modèle parce qu'on dégradait volontairement l'ergonomie. Et en fait, finalement... on donne un peu la clé au client, du coup. Voilà, c'est ça. On donne la clé au client, c'est-à-dire que le client est destinataire de son score. Il est le messager s'il le souhaite, c'est-à-dire c'est lui qui transmet le score à l'assureur. Et il est également
bénéficiaire. C'est-à-dire que son seul risque s'il transmet le score à l'assureur, c'est d'avoir une réduction de prime et pas d'avoir une sanction parce qu'il aurait un mauvais comportement, entre guillemets, prédictif. Merci beaucoup Arnaud, je rappelle que tu es le cofondateur de RoadBiscore. Merci. Alors bonjour Tara. Bonjour. Tu es toi le fondateur de Data Genius, donc vous l'avez compris, le sujet c'est vraiment sur la data. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais? Alors, Data Genius est constitué d'une équipe spécialisée en machine learning, en bon français en apprentissage automatisé. C'est la technologie qui permet à l'exploitation des données, notamment chez RoadBiscore j'imagine. Et concrètement, notre métier c'est d'accompagner des entreprises, essentiellement des grosses PME, des ETI, dans l'intégration de modules de machine learning. Le machine learning, à quoi ça sert? Ça peut servir à optimiser la prospection commerciale, à optimiser le recouvrement, à automatiser des tâches. Et typiquement, les chatbots fonctionnent avec du machine learning? Pour certains, oui, effectivement. En brassant un certain nombre de données, ils sont capables de restituer des logiques. On parle de patterns. En deux mots, le nouveau paradigme qu'apporte le machine learning, c'est que contrairement aux anciens algorithmes classiques qui répondent à des instructions, j'ai une entrée... Très algorithmique, voilà. Oui, non... Exactement. Le machine learning va être capable de restituer une logique grâce à des gros volumes de données. L'usage très classique est ce qu'on appelle la vision par ordinateur. Typiquement, il était compliqué avec des algorithmes classiques de permettre à un algorithme de reconnaître quelque chose sur une image, une voiture ou autre chose. Le machine learning le permet grâce à une structure particulière de données. On parle souvent de réseaux de neurones artificiels qui permettent de s'affranchir des limites des algorithmes classiques. C'est-à-dire qu'on a besoin, par contre, pour que ce soit efficace, d'une masse de données. Voilà, exactement. Il y a besoin d'une grande masse de données dont disposent désormais les entreprises en interne. Et aussi, il ne faut pas oublier tout ce qui est open data, qu'on citait juste à l'instant, qu'on va pouvoir proposer à nos clients et intégrer dans leur modèle. Donc depuis quand vous êtes créé? La société est toute jeune. On vient de fêter tout juste nos 1 an. D'accord. Et voilà, nous sommes... Et vous êtes combien aujourd'hui? Alors actuellement, nous sommes 5. Et nous sommes en plein recrutement, donc notamment, on a passé une première année essentiellement dédiée à de l'R&D, en collaboration avec nos premiers clients. Et là, l'idée, c'est d'accélérer sur plutôt la phase commerciale. Exactement. Alors, comment réagissent les entreprises, puisque vous êtes principalement en B2B, comment réagissent les entreprises à votre démarche? Ils sont plutôt ouverts Alors, effectivement, ils sont assez friands, puisqu'il y a tout un buzz autour de l'intelligence artificielle. Donc, c'est assez facile pour nous d'avoir nos rendez-vous commerciaux, de pouvoir échanger avec les managers et les décideurs. Derrière, la problématique, c'est de comment passer du fantasme lié à l'intelligence artificielle et à la data à des vrais projets concrets. Business. Exactement, avec un ROI, etc. Et du coup, vous arrivez, vous, à construire un produit qui est adapté à chaque entreprise, où il y a des entreprises sur lesquelles il n'y a pas grand-chose à fournir? Alors, il peut exister des entreprises qui, de par leur taille, s'ils n'ont pas suffisamment de données ou ce genre de choses, ne pourront pas bénéficier de machine learning. Par contre, la plupart de ceux qu'on rencontre, c'est le cas. Et nous, ce qu'on propose, c'est qu'on a développé en interne une librairie qui s'appelle Atlas, qu'on va proposer à nos clients avec une customisation, une adaptation. On va adapter notre solution à leurs besoins pour derrière être capable de générer des modules prédictifs. Merci beaucoup, Taha. Je rappelle, tu es le fondateur de Data Genius. Alors maintenant, l'objectif de l'échange qu'on va avoir, ça va être d'essayer de comprendre la data au global. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Et surtout, c'est des sujets qui sont un petit peu sensibles en ce moment. On a entendu pas mal, notamment avec Cambridge Analytica, sur lequel il y a eu quelques remous. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu traites la data? Est-ce que tu garantis une protection aux personnes qui te donnent, qui te transmettent leur data? Oui, alors effectivement, la question de la protection est devenue centrale. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand on parlait de machine learning, intelligence artificielle, on vous regardait avec des yeux ronds. Moi, il y a 20 ans, j'ai commencé à travailler là-dessus dans mon labo. On se moquait beaucoup d'un certain Yann Lequin, d'ailleurs, qui maintenant est patron de la R&D de Facebook. Et on m'avait, à l'époque, pour la petite histoire, déconseillé de le rencontrer parce qu'on disait il est pas, voilà, c'est pas très sérieux ce qu'il fait, etc. Donc voilà, il faut toujours se méfier des a priori. Aujourd'hui, les solutions de machine learning et d'intelligence artificielle sont sur l'étagère, donc notamment avec les bibliothèques comme TensorFlow, que je pense que tu utilises également.
Et toute la question maintenant, c'est autour de la privacy. Parce que qu'est-ce que ça a changé, l'intelligence artificielle? Ça a changé la notion de sens. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la technologie, la science nous permettaient de mieux comprendre le monde. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est finalement, l'intelligence artificielle nous permet de plus avoir à comprendre le monde. Et donc, il y a un changement fondamental, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'algorithme a pris telle ou telle décision, pourquoi les tarifs de mon billet ont augmenté ou baissé. Petit à petit, il y a une perte de sens, et ce sens-là est en train de disparaître, et du coup, la question de la privacy devient complètement centrale. Jusqu'à présent, je dirais, un projet de data, d'intelligence artificielle, etc., on mettait la privacy à la fin, c'est-à-dire qu'on montait notre modèle, on montait nos algorithmes, puis on se disait, au fait, on va aller voir le juriste, on va passer un coup de fil à la CNIL, machin, puis on va faire des adaptations à la marge. Maintenant, c'est fini ça. Maintenant, il faut vraiment mettre la question de la privacy et de la donnée personnelle au centre de la réflexion, et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on a fait sur Haute-Biscore avec des décisions un petit peu extrêmes, qui est de dire, finalement, le sens de l'histoire, c'est qu'on ne doit plus stocker de données personnelles, et on est allé jusqu'à la suppression du stockage sur nos serveurs de la donnée personnelle. Est-ce que vous avez la même problématique? Alors, peut-être pas forcément de la même manière, dans le sens où on n'est pas des récolteurs de données. En fait, c'est des données, c'est nos clients qui récoltent, dans certains cas, des données personnelles, pas toujours. Nous, on doit s'assurer avec eux qu'ils ont les autorisations qu'il faut, qui correspondent donc à la RGPD. Vous les accompagnez justement sur la conformité à la RGPD et tout ça? Exactement. Okay. Et derrière, nous, on s'assure de l'anonymisation des données qu'on va traiter, de la sécurisation des données. Est-ce qu'on est capable, quand vous récupérez par exemple de la donnée, de garantir que cette donnée est transformée en données totalement anonymes aujourd'hui? En fait, on s'en assure avant. C'est-à-dire qu'on demande à nos clients de nous transmettre des données anonymisées, comme ça on est sûr de ne pas avoir de données personnelles. Exactement. Okay. Bon. Justement, on parlait de RGPD, donc c'est la nouvelle réglementation qui sort sur la protection des données personnelles. Est-ce que ça change, ça impacte considérablement vos business models? Je te laisse commencer, et puis comme ça tu pourras... Pas réellement, dans le sens où ça permet juste d'écrire dans le marbre des règles de bon sens qu'on s'appliquait précédemment, à savoir s'assurer que les données ne traînent pas partout, qu'elles sont anonymisées, et qu'on s'assure auprès de nos clients qu'ils ont eu le consentement auprès des leurs que ces données peuvent être traitées et transformées. En 10 secondes, tu peux nous faire... Oui, notre vision de la RGPD, c'est que c'est une très bonne réglementation. Je pense qu'il va quand même y avoir un avant et un après RGPD, un peu comme en logistique, où on parlait avant de logistique et ensuite de supply chain. La RGPD, elle impose que tous les acteurs de la privacy soient synchronisés, c'est-à-dire on n'est plus chacun dans notre coin, il n'y a plus un sous-traitant, voilà, il n'y a plus un sous-traitant à qui on envoie les données, on ne sait pas ce qu'il fait, c'est fini ça. C'est-à-dire que voilà, il faut qu'il y ait un fil conducteur, complet de l'utilisateur jusqu'au serveur. Parfait. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Startup & Co est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag StartupCo. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez toujours revoir l'ensemble des émissions en replay sur les sites de TLM et acteurs de l'économie La Tribune. Je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle plongée au cœur des startups. Merci à tous et à bientôt. Startup & Co vous a été présenté par le B612, l'incubateur et accélérateur de start-up de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes.